Bonjour à tous et bienvenue dans Drop Time. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Fanny Cousteneuble. Bonjour, Fanny. salut. Donc, tu as travaillé sur beaucoup de fiction et de séries, d'abord Ouais. en assistant cam, puis Steadicam. Est-ce que tu peux commencer par nous raconter tes débuts, comment t'en es arrivé au Steadicam? Alors moi, j'ai un parcours hyper classique, vraiment, dans le secteur vraiment de la caméra. J'ai fait un bac scientifique, je savais que j'aimais beaucoup le cinéma au lycée et tout, mais bon, c'était un peu compliqué de s'orienter. J'avais entendu parler de Louis Lumière, mais je savais pas trop comment y arriver. Je me suis un peu égarée en fac de maths et finalement, j'ai fait un stage qui m'a amené à entendre parler des BTS audiovisuels. Donc, j'ai fait cette première formation un peu qualifiante. Ouais. Ensuite, j'ai tenté Louis Lumière, que j'ai eu. Ouais. J'ai tenté le concours. Donc, je suis arrivée dans un truc classique, quoi. J'ai envie de faire du cinéma, je fais Louis Lumière. Et je suis sortie de Louis Lumière, et il fallait faire un stage. Et sur le premier stage, j'ai eu du bol. Parce que je suis tombée sur mon premier long métrage. Et c'était un film assez exigeant techniquement. Ça s'appelait La Boîte Noire. C'est un film avec José Garcia et Marion Cotillard, qui s'est tourné il y a 20 ans. Donc ça ne nous rajeunit pas. Et sur ce film, j'ai rencontré vraiment Moi, j'étais stagiaire, au plus bas de l'échelle, quoi, stagiaire combo, à la caméra. Donc ça m'a permis d'être à côté du réal, d'observer un peu. Et il y avait un chef opérateur et un cadreur. C'est pas toujours le cas sur les films français, parfois le chef op cadre. Ouais. Là, Richard Berry, qui est le metteur en scène, il avait quand même des exigences techniques hyper hautes et tout. Donc le chef op s'occupait vraiment de la lumière. Ouais. C'est Thomas Sortmeyer, le chef op, qui est un super chouette chef op. Et Éric Leroux, qui était steadicammer. Donc j'ai commencé au contact de ce gars-là, qui est toujours un mec, Ouais. un steadicammer hyper costaud, hyper physique, hyper en force et en même temps hyper précis. Donc qui était capable vraiment de... Je crois il est toujours un peu fan de Chris Haroff, qui est un opérateur un peu mythique comme ça, américain, et qui est très sur les changements de rythme dans les plans. Alors ça, à l'époque, je ne sais pas du tout l'analyser. Moi, je suis juste contente d'être sur un tournage. Sur ce tournage qui était un peu dur parce que c'était exigeant. Et puis, on tournait dans le froid, à Cherbourg. Il y a eu des tempêtes, des trucs, bon bref. Donc, toute l'équipe s'est vraiment soudée. Alors, je ne sais pas si c'est l'effet premier film, mais en tout cas, de ce film-là, j'ai un chef opérateur qui me rappelle 20 ans après pour faire du cadre et du stead. J'ai rencontré mon conjoint, on a un petit garçon maintenant ensemble, Fabrice Bismuth, Bibi. J'ai des amis hyper proches, qui sont les assistants mise en scène, chef électro. On se voit encore 20 ans après, on est parrain de nos enfants. Je sais pas. C'est ce premier film, il y a eu quand même un truc un peu magique. Donc je me suis retrouvée très vite à être collée au stead et à devoir marquer le steadicam, en plus de ma petite mission du retour combo et tout. Ouais. Et ce truc me plaît. Je me dis, je sais pas, ça me plaît. Je suis investie dans l'équipe image. Fabrice, c'est quelqu'un qui a eu l'habitude d'assister beaucoup de steadicamers. Il a commencé comme ça, lui. Il est venu au point en assistant des steadicamers. Donc, on fait pas mal de films avec des opérateurs. Et donc, moi, je navigue comme ça dans ce milieu de steadicamers, quoi. Très vite, je rencontre d'autres opérateurs, Lorenzo Donati, Roberto De Angelis, Rodolphe Loga. Donc, c'est des mecs qui sont tous extrêmement doués, qui ont tous un peu leur spécificité. Et je m'occupe quand je peux, quand j'ai le temps. Parce qu'à l'époque, il faut quand même charger la pellicule, aider au point comme second. Mais je m'occupe de la machine, quoi, parce que j'aime ça. Et j'en fais un peu le midi. Okay. En fait, c'est ça l'astuce. Discretos, coupure déj, hop. Je me souviens sur Coluche, on tournait au théâtre du gymnase et Rodolphe, il me laissait faire du stead. C'était un peu risqué parce que c'était quand même son stead. Le stead du plateau. C'était une Haricam, ça venait de sortir, c'était des beaux jouets, quoi, pour commencer. Comment c'est tes sensations quand tu l'essayes Et c'est des sensations. Alors moi, j'ai fait un peu avant le cinoche, j'ai fait de la voile, pas mal. Ouais. J'ai fait gamine de l'optimiste, après du catamaran longtemps, et dans le côté réglage fin et sensation un peu de glisse, le stead, ça s'en rapproche beaucoup. C'est des réglages qui sont très fins, et il y a des trucs un peu comme ça de fluidité. C'est pas vraiment de la glisse, mais de la fluidité que je retrouve. C'est aussi... moi, je pense que j'ai toujours été attirée par le cadre, sans le savoir vraiment. Parce qu'au début, j'aimais... j'étais ado au lycée, je regardais plein de films, mais populaires, quoi. Donc j'étais assez fan de Luc Besson, un peu comme tous les ados de mon âge, je pense. Et il n'y avait pas de DVD, il n'y avait pas de behind the scene. Donc j'allais acheter à la Fnac le livre Aventure et découverte d'un film, et dedans, dans Celui de Léon, il y a un photoboard avec toutes les images. Et je savais que c'était l'image qui me plaisait, je pouvais pas dire la photo et tout, mais en fait c'était le cadre. Mais voilà. Donc le cadre m'intéresse, je me dis cet outil va me permettre de faire du cadre.
pour une fois, ma taille, ma stature et tout, qui sont toujours un peu, pas problématiques, mais c'est vrai qu'il faut vivre avec faire 1m80, bon, c'est un truc. Hein. Je me dis, ça va me servir, en fait. Et l'outil me plaît, les gens qui en font me plaît. Donc voilà, en 2007, je fais ma première formation chez Planning Camera. Ouais. Il y a Mathieu Lorna dans la promo, qui est Steadicammer aussi maintenant. Okay. Et j'ai du bol, parce que ce fameux Éric Leroux, il dit « j'ai une semaine de dispo, je vous fais le formateur. » Donc là, un peu chance quand même. Ouais. Donc on fait la formation, ça se passe comme ça se passe. On va pas dire que je suis méga douée au STED, mais ça me plaît en tout cas. Et assez rapidement, je continue mon petit bonhomme de chemin, toujours un peu assistant caméra. À l'époque, les essais caméra, ils se font beaucoup chez Alga, enfin Panavision. Et donc il y a comme ça, on commence à se connaître, en se rassistant et tout. Et puis il y a une formation qui s'organise des steadymakers. Donc c'est là que je rencontre un peu mieux Patrick de Hanter, Eric Bialas et Benoît Tenissen, qui sont les fondateurs de Steadymaker. Et la formation, moi j'adore quoi. Et on est une semaine au château de Ferrières, donc un décor récurrent du cinéma. On a une grue, parce que Benoît Tenissen est chef machinot à la base, donc on a le matos à dispo pour faire des plans grue et stead. On a Gilles Conseil qui vient nous faire du quad et du stead. Et là, je découvre vraiment toutes les possibilités. Ouais. Et puis, c'était des conditions, il faudrait qu'il le refasse. Ouais. Patrick, il faut refaire cette formation. Mais c'était super chouette. Et surtout, c'était très... moi, ce que j'aime dans le cinéma, c'est le côté collectif. Ils avaient appelé un réal et un chef-op. Donc, il y a Nicolas Barry et Axel Confroy qui étaient venus nous faire un plan dans les conditions de t'es jeune steadicammer, il faut faire un plan. Avant le plan, ils nous déréglaient un truc pour qu'on on soit un peu en panique. Enfin, il y avait des conditions, un peu conditions du direct, un petit peu. Il y avait un ingé son, gérer la perche, les reflets, les projos et tout. Donc, c'était déjà... il y avait vraiment une condition de tournage. C'était hyper chouette. Ouais, donc, en fait, je pars un peu avec eux. Enfin, en fait, à la fin du stage, ils me repèrent un peu. Ils me disent, voilà, c'est pas parfait, mais on voit que t'aimes beaucoup ça. Donc, si jamais t'as des courts-métrages, des trucs, on te suit. Enfin, tu prends le stead chez nous, on s'arrangera, conditions, court-métrage, machin. Ouais. Au début, j'avais pas mon stead à dispo chez eux, mais en tout cas, j'ai un accès à la machine, ce qui est peut-être le truc le plus compliqué quand tu débutes. C'est de dire... cet outil me plaît, j'ai fait une formation, mais comment t'en fais tous les jours, en fait ? Parce qu'il n'y a que comme ça que tu progresses. C'est clair, c'est pratiquer. Il faut faire des lignes, la pratique. Alors, il y a la méthode à l'ancienne, t'achètes un stead, t'en fais avec une gueuse dans ton jardin et ça marche aussi. Une petite caméra vidéo gueusée. Chez Planning, quand j'ai fait la formation, il y a un truc super, c'est que le samedi, on venait s'entraîner. Donc on était un petit groupe de motivés. Le samedi matin, y en a qui vont faire du sport. Nous, on allait faire du training de stead. Donc ça me permettait de continuer à être assistante le reste du temps. On tournait Transporteur 3 à l'époque. Et le samedi, j'allais faire du training de stead chez Planning. Donc il y a eu tous ces petits trucs-là qui ont fait que j'ai pu avoir un accès à la machine. Et le fait que, comme j'étais assistante, j'étais collée au Steadicammer des différents tournages. Donc tu t'es fait un réseau aussi, forcément... Enfin, sur les plateaux, en étant assistante cam, quoi. Ouais, mais je trouve que c'est une bonne façon de commencer. Après, je suis consciente que c'est pas donné à tout le monde d'avoir la chance de tomber sur le bon film au bon moment, et puis d'évoluer, d'avoir aussi cette petite progression dans l'équipe. Mais moi, c'est un truc que j'aime beaucoup, quoi. C'est apprendre des pairs, quoi, des anciens, et de voir comment ça fonctionne. Et puis, on te fait un peu confiance. Et là, tout d'un coup, tu as le droit de charger la caméra. Et là, tu as le droit de faire la répète aux manivelles. Donc, là, tu cadres un peu. Parce que, voilà... au fur et à mesure. Et surtout, j'ai fait beaucoup de films comme assistant de caméra à l'époque d'EuropaCorp, qui était la société de Luc Besson. Il produisait pas mal de trucs d'action. Donc les films d'action, il y a beaucoup de caméras, parce qu'il y a beaucoup d'axes à couvrir et tout. Et je me rappelle, Transporteur 3, on tourne une voiture qui défonce la rambarde sur le pont et qui tombe dans un lac. Donc on me dit, toi, avec tes magasins... le temps, c'est en train de se couvrir, donc on est en 250, il faut passer en 500 ASA, il faut changer de pellicule parce qu'il fait sombre. Tu pars de l'autre côté du lac avec un machinot, machin, tu t'installes une caméra. Okay, je crois qu'on avait 3 ou 4 caméras pour couvrir la chute de la voiture. C'est un truc, a priori, on va le faire qu'une fois parce qu'il est tard, il faut lancer une Audi dans un lac, quoi, concrètement. On n'a pas plein d'Audi en stock. Petite séquence. Et du coup, je me retrouve, il est tard, on n'a pas le temps d'envoyer un cadreur de l'autre côté... Fanny, tu cadres, quoi. Wow, je dis... il y avait le machiniste qui était à côté de moi, qui est Pascal Delaunay-Fécamp, que j'adore et qui est maintenant grand chef machinot. Mais
Je dis, mais tu le fais, toi, quoi. En fait, le gars, il a 20 ans d'expérience depuis que moi. Il me dit, non, cadre-le. Bon, il me donne 2-3 astuces. Il me dit, t'évites ça, attention à ça. Et je me retrouve à cadrer un plan. Et en fait, sur ces films d'action que j'ai fait avec Olivier Mégaton, ça m'a permis de cadrer des caméras, quoi. Okay. Donc, ça commence tout doucement, en fait. Le tout premier film où on m'appelle, c'est Je suis morte de trouille. En plus, le dire de prod, il me prévient hyper à l'avance. Souvent, on nous appelle un peu dernier moment, surtout quand on est jeune steadicammer. Moi, au début, on m'appelait vachement pour remplacer Mathieu Caudra, qui n'était pas dispo. Et du coup, Mathieu est pas dispo, tu peux venir, ok. Bon, déjà, c'était la pression, évidemment, parce que le mec est juste super doué. Et on m'appelle sur un long de Lola Doyon. Et c'est l'histoire d'une Christine Scott Thomas, quand même, qui a le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire qui tombe un peu amoureuse de son agresseur, qui est joué par Pio Marmaille, enfin le mec qui la séquestre. Ouais. Donc c'est un huis clos, ça se tourne que en intérieur, mais les plans où elle s'échappe, c'est fait au stead. Ok. Et j'avais rencontré ce dire de prod sur un court-métrage que j'avais fait avec l'équipe de Clapiche. Et donc je fais ce cours, ça se passe bien, et il m'appelle, il me dit voilà, Lola, elle fait son film, on a besoin d'un steadicammer, mais bon, c'est que quelques plans. Je t'appelle toi, ça nous plaît d'avoir quelqu'un qui de jeune et tout. Et là, je me dis, mais comment je vais faire, quoi ? C'est un vrai long métrage, en péloche, en pana. Donc je m'entraîne tout l'été devant TSF à saouler mes amis, à leur dire, vous pouvez pas venir, il faut que je m'entraîne à courir avec le stead et tout. Bon, bref. Et puis, je fais ce premier plan au stead. Le chef-op, c'est Mathieu Vadepied. Donc moi, je suis dingue Sur mes lèvres. C'est un film que j'ai adoré quand j'étais à l'école et tout. Ouais. C'est juste une star. Enfin, le mec est un super bon chef-op. L'assistant opérateur, c'est Sébastien Leclerc, qui est maintenant un collègue steadicammer, mais qui est genre juste un super grand assistant. C'est en pana. Et moi, je préviens Seb, je lui dis, tu sais, c'est pas une blague, mais c'est moi qui vais faire le plan de stead. Et là, il est hyper classe parce qu'il m'assiste comme n'importe quel autre opérateur steadicam et il m'aide même sur les reflets. Attention, là, t'as vu, il y a un petit projo et tout. Et ça se passe bien. Ouais, je pense que ça se passe bien. De toute façon, les plans de course, on les fait... avec une baby doll, donc j'ai pas trop à cavaler. Mais la première fois que je dis cadré et que je vois la pellicule qui s'enclenche et tout, j'ai un petit il y a ça aussi avec la pellicule, c'est pas la même. C'est pas la même chose. Et puis d'un coup, je suis là, faut dire cadré. Enfin voilà, faut assurer le plan, quoi. Mais bon, je pense qu'il y a toujours une première fois. En tout cas, c'est ça qui lance ma carrière. La carrière de... c'est Eric Bialas, il m'avait dit non, mais vas-y, de toute façon, il y a toujours une première fois, faut que ça se passe, quoi. Voilà, faut passer le cap. Ouais, c'est clair. Il y a aussi toute cette phase de court-métrage qui est importante. Ouais. C'est-à-dire que je suis assistante de caméra la semaine et le week-end, on va faire des courts-métrages avec les copains un peu fauchés, mais ça permet de s'entraîner et puis de commencer un petit peu cette carrière-là, quoi, qui est pas évidente. Il faut toujours un petit peu de temps avant de passer au stead pour de vrai. Ouais. Il y a un film qui est aussi déterminant, je vais pas faire trop long, mais je tourne avec Benoît Chamaillard. C'est un film que je fais pas avec l'assistant, avec Fabrice, avec qui je bosse d'habitude. C'est un assistant, c'est une coprode luxembourgeoise. Donc l'assistant, il est luxembourgeois, on me présente comme seconde, ça match, ok, et je fais le film, en fait. Il se tourne dans les Pyrénées. C'est un film avec Jean-Pierre Bacry. Et il y a un steadicammer qui est dispo pour les plans dans les Pyrénées, mais on a toute une partie qu'on tourne à Luxembourg, donc dans la ville de Luxembourg. Et là, il n'y a pas de steadicammer dispo. Et il n'y a pas de... en Belgique, il y en a, mais ils ne sont pas dispo. Et au Luxembourg, il n'y en a pas de steadicammer. Donc le chef-op, qui est un peu dingo et... je sais pas, qui me fait confiance, qui est Benoît Chamaillard, il me dit, mais tu fais du stead, toi ? Je dis, oui, un peu, quoi. Et il me dit, tu vas faire le plan de stead, il y a 2 jours, là, tu l'as fait. Et donc, il me fait pareil. Le gars me fait confiance, mais il n'a jamais vu un plan que j'ai fait. On est en péloche, on est en haricam, c'est Jean-Pierre Bacry, donc c'est du cinoche, du vrai, quoi. C'est pas n'importe quoi. Et puis, ça se passe bien. Ouais. Et je me souviens, j'étais en train de faire des courses et j'ai Benoît Chamaillard qui m'appelle. Et il me dit, écoute, j'ai vu les rushs. C'est plutôt bien. Et je pense que tu devrais faire ça pour de vrai, quoi. Donc, en fait, ce petit message-là, il m'encourage vachement. Je me dis, ok, peut-être qu'en fait, c'est bon, peut-être que vraiment... voilà. Et parallèlement à ça, je fais des workshops un peu à l'étranger aussi pour me former. Ok. J'ai vu que tu avais fait pas mal de prod aussi américaines. Ouais. Donc, est-ce que c'est ces workshops, justement, à l'étranger qui t'ont un peu fait connaître aussi des opérateurs un petit peu américains ou... Le premier workshop que je fais à l'étranger, c'est chez Paddock, Georges Paddock. En fait, sur le tournage de Colombiana. Ouais. On a des problèmes avec le stead et à un moment donné, on a la chance d'aller à Los Angeles. Ouais. Donc, on se dit, bingo, on va aller chez Paddock et on va lui amener le stead et on va lui dire, il y a des problèmes, le
On avait des petites vibrations, puis le cardan, il commençait. En fait, c'était tellement un film d'action. Lorenzo, il cavalait tellement là que le stead, il prenait trop cher. Ouais. Donc, mais il fallait finir le film, quoi. On était à Mexico, dans les favelas, à cavaler les scènes d'action, et il fallait quand même que le truc tienne encore un peu. Et donc, la mission, c'est d'amener le stead chez Paddock et de voir un peu quel est le problème. Et quand je viens chez eux, je leur dis, voilà, si vous faites un workshop, moi, ça m'intéresse. Mais je laisse mon nom sur un cahier, vite fait, on discute un peu, on rencontre Georges, on fait une petite photo, et puis voilà, on repart finir notre film. Et finalement, ils me rappellent. Ouais. Ils me disent, voilà, on fait un workshop dans 3 semaines. C'est tant de $, c'est $800. C'était une somme, hein, mais je me dis, allez, ça vaut le coup, c'est génial, c'est le rêve américain, quoi. Le rendez-vous, je me souviens du workshop, c'était à la Friends Fountain, Warner Bros. Ranch. Donc là, d'un coup, j'ai l'impression de... C'est waouh. Je me dis, ok, allons-y. Et il y a des instructeurs un peu dingues. Il y a Andrew Roland, il y a Chris Aroff, il y a Henry Tyrell, j'espère que j'écorche pas. C'est que des mecs qui font des films de fous. Et les Américains, ils ont ça de génial qu'ils ont beau être super doués, ça reste juste un boulot pour eux. C'est quand même, ils ont quand même ce truc de c'est un job. Ils le font hyper bien, mais ça reste un job. Et ils ont, je trouve, vachement de facilité à donner un peu leurs conseils, leurs tips à des jeunes. Ouais. Moi, je me souviens de Chris Aroff qui me dit, bon, avec quoi tu galères ? Tu veux que je te fasse progresser sur quoi ? Ouais. Ok, bon, alors les assoiements, les trucs, les levées, les plans très lents ou... Voilà, donc ça, voilà. Donc ils donnent quand même leurs tips, ils ne gardent pas trop pour eux. Le mec, il a fait des films de dingue. Bah ouais. T'as un souvenir d'un tips qui t'a donné Ouais, notamment, ils ont un grip un peu différent du nôtre. C'est-à-dire que... Enfin, du nôtre. De celui qu'on t'apprend en stage, pouce index en opposition et petit doigt pour contrôler la bulle. Eux, ils attrapent vraiment le stead un peu à pleine main, mais en fait, ils sont très délicats et ils font pas mal de trucs avec la paume de la main. Notamment pour les lever, un peu speed ou quoi, pour lancer le stead et les whip pan et le bloquer. Bon, ça, c'est la technique du whip pan, mais ils sont assez cool et détachés pour donner leur petite combine, quoi. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Ouais. Donc, il y a ce premier workshop. Et puis après, le film où vraiment, je sais que je dis, OK, maintenant, je passe au stead complètement. Il y a un film qui se prépare, qui s'appelle Mon garçon. Il faut 2 pointeurs. Fabrice, il est appelé pour faire le point. C'est un truc qui se tourne dans des conditions du direct avec Guillaume Canet et tout. Et on me propose de faire la 2e cam et puis je dis non. J'ai dit oui à un workshop chez Christian Betz à Munich. Et je dis non, je fais le workshop. Donc là, vraiment, je décide, je dis OK, bon, le film qui avait l'air hyper intéressant, hyper cool à faire, le chef-op est hyper intéressant, mais non, je fais mon workshop de stead, je préfère. Donc là, ça marque vraiment le moment où je dis allez, non, je fais que du stead. Ouais, il te manquait plus que le workshop avec Gareth et t'as la collection. Ouais, j'ai pas fait le Steadicam workshop avec Gareth encore, peut-être je le ferai. Ouais, pour coller toutes les étapes, toutes les gommettes, quoi. Et là, il y a des super instructeurs. Il y a Patrick déjà, donc voilà, on est là, au fur et à mesure des années avec Steadymaker, on se connaît bien. Et puis il y a Larry McConkey qui est là. Ouais. Et que j'avais déjà assisté parce qu'il était venu faire Lucie. Pareil, un film de Besson. De Luc Besson chez Europa. Et il arrive en France et puis ses assistants, donc les assistants du Thierry Arbogast et de Luc, ils me disent le Steadicam, là, il a trop de matos, on s'en sort pas. On aimerait bien quelqu'un pour gérer le matos et puis Larry, être un peu avec lui et tout. Et en fait, le dire de prod, il me connaît, il sait que je fais déjà du stead. Ouais. Et donc, je viens comme assistant de Steadicam, ce qui est génial. Larry. De Larry, ouais. Et donc là, un peu stressé quand même. Ouais, non, mais en fait, Larry, au bout de 2 secondes, on n'est plus stressé. C'est un mec qui est tellement... dans le partage, déjà, énormément. C'est quelqu'un qui est toujours en train de se gratter la tête pour se dire comment je peux améliorer cette machine, comment le plan, on peut réussir à le faire, comment ça peut être intéressant de faire. Clairement, les réalisateurs, ils travaillent avec lui en disant, voilà, j'ai une idée de plan, comment est-ce qu'on peut le faire ? Et c'est à lui de trouver... Et à l'époque, le Movi débarque, ça sort, là, Movi. Il commande évidemment le Movi, on le reçoit. Bon, il se dit c'est bien, mais c'est compliqué à porter, donc comment je peux le mettre sur mon stead ? C'est la première question. Ouais. Bon, pour cadrer ça, il faut des manivelles. Donc il commence à bidouiller des manivelles. On est là dans un local, on soude des trucs. Et ça, c'est pendant le tournage de Lucie ? C'est pendant le tournage de Lucie. C'est Doc et Matt Brand, quoi. Le gars, il construit des trucs sur le tournage. Ouais. Son stead, il est hyper custom. Et pareil, quand il y a des moments off, je me retrouve il me met son stead sur le dos, il me montre un peu des trucs et tout, donc très sympa, très
Voilà. Et ça va me permettre de... Quelques années après, il y a The Marvelous Miss Maisel qui vient tourner à Paris. Ouais. Larry a l'habitude de travailler avec cette équipe et surtout son frère Jim. C'est lui qui est le cadreur caméra A du show. Et du coup, comme je connais un peu la prod et comme je connais un peu Larry, boum, j'arrive en caméra B là-dessus. Et c'est ce qui me permet de faire juste récemment Étoile avec pareil, cette prod First Step et puis Larry et Jim. Ouais. Donc, c'est des gens qui sont assez fidèles et puis qui partagent vraiment leur savoir, quoi. Ouais. Je voulais aussi aborder un sujet avec toi, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de plus d'opératrices femmes, mais à l'époque, il y en avait moins. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui t'a freiné ou pas dans ta carrière ? Alors, c'est un truc, moi, en fait, je me rends compte quand on me pose la question que je m'étais jamais posé la question. Ouais. Et c'est vrai qu'à la base, j'ai un grand frère. Donc, le côté je fais comme le grand, ça a toujours été un peu dans mon éducation et ma façon d'être. Ouais. Et je me suis jamais vraiment posé la question. Mais c'est vrai que pour avoir fait des workshops à l'étranger et avoir un peu discuté avec d'autres filles qui venaient d'autres pays et tout, je me rends compte de la chance que j'ai d'être en France où il y a globalement pas trop de freins. Il y a quand même une bienveillance de tout le monde quant à ça. En fait, les seules personnes qui ont pu avoir un questionnement sur le fait d'embaucher une fille au STED, à chaque fois, c'était des femmes. Ouais. Parce que je pense qu'elles se projetaient et qu'elles se disaient, soit des réals, soit des chefs-op, qui se sont dit, là, le plan, il est un peu physique, un peu costaud, je préfère prendre un garçon. Et donc, moi, j'étais un peu là, ok, tant pis, mais pourquoi ? Mais je me suis vraiment jamais posé de questions. Je suis allée faire le workshop chez Paddock, j'étais la seule française et la seule fille. Bon, de toute façon, quand j'étais petite, je jouais au foot, j'étais la seule fille. En fait, ça m'a pas changé d'habitude parce que je me suis vraiment jamais posé la question. Mais c'est vrai que c'est pas... je veux dire, faut pas... Je dis pas qu'on va nous attendre au tournant, mais en tout cas, on se met une pression de se dire, faut quand même que je réussisse parce que ça nous amène à un sujet qui est les quotas. On en parlait parce qu'on a fait une petite discussion entre 4 steadicameuses avec Marion, Lucie et Katia, qui sont 3 autres. Enfin voilà, Marion, c'est la toute première fille à avoir fait du stead en France, en tout cas. Et j'en parlais avec Marion et elle me dit, les quotas, c'est important parce que si tu forces pas le truc, ça changera pas vraiment et il faut en passer par là, en fait. Ouais. Et j'ai discuté avec une amie réalisatrice, Leslie, elle est d'accord avec ça. Mais moi, j'ai toujours un petit problème pour me dire, attends, moi, je veux pas qu'on m'appelle parce que je suis une fille et qu'il faut une fille dans l'équipe. Moi, je veux qu'on m'appelle parce qu'on est content de mon travail, de mon boulot au STED, que ma participation au CAD, ça se passe bien. Et donc, j'ai un problème. Les quotas, j'aime pas trop. Mais je sais que ça va aider à changer un peu le truc. J'ai peut-être tourné aussi dans d'autres pays, parce que peut-être que, comme tu disais, en France, il y a un petit peu moins ce problème-là, mais dans certains pays, il y a peut-être moins de femmes encore. Ouais, parce que j'ai tourné, encore une fois, grâce à Olivier Mégaton, qui nous a trimballé un peu aux 4 coins du monde. Ouais. J'ai tourné dans pas mal de pays, que ce soit la Hongrie, la Turquie, le Mexique, les États-Unis. Et pas beaucoup de filles dans les équipes. Hongrie, il n'y en a pas du tout. Équipe caméra, il n'y avait pas de filles. Mexique, il n'y avait pas de filles du tout. États-Unis, il y en a. Mais à des postes seconde, lodeuse. Il y avait une première, mais elle avait une ghost position, c'est-à-dire qu'elle faisait Elle était là parce qu'on amenait un premier français, donc il fallait employer un premier américain. Alors elle faisait de la caméra baissée. Elle travaillait quand même, mais pas en lead, quoi. Et que c'est en train de changer. Moi, je suis très fan de Hans Medtail et de Elisabeth Moss et tout, et on voit que c'est des chefs opératrices à la tête de ça. Elisabeth Moss est les productrices de la série, donc je pense que ça change très fortement. Récemment, j'ai bossé avec Renaud Chassin, qui est il s'est pas posé la question. On a bossé ensemble, ça s'est bien passé. Les acteurs aussi, ça peut surprendre de voir une fille au STED. Alors c'est marrant parce que là aussi, j'ai des actrices, quand elles me voient au STED, elles me disent « Ah, chapeau, c'est cool et tout ». Les autres acteurs, ça leur semble, j'ai bossé avec Omar Sy il y a pas longtemps, et oui, c'est moi. Enfin, ça est content de me voir, quoi. Il n'y a pas d'a priori, en fait. Mais c'est vrai que les choses vont changer et j'espère que c'est quelque chose qui va attirer les filles aussi, parce que je pense que c'est de se projeter. C'est-à-dire que, évidemment, c'est très lourd. C'est quand même en train de changer. Les caméras s'allègent, mais en fait, les optiques s'alourdissent, donc c'est pas gagné tout le temps. De toute façon, comme toutes les carrières un peu physiques, ça peut être un peu compliqué, notamment au moment où... moi, j'ai eu un petit garçon il y a 4 ans. Et j'avais un espèce de vide dans le secteur médical sur qu'est-ce que c'est que cet outil. Est-ce que je pouvais continuer à faire du STED enceinte ou non ? Est-ce que comment j'allais gérer ça ?
est-ce que j'allais être obligée de devoir arrêter de faire du Steadicam? Est-ce que... Donc, j'avais un questionnement, et surtout les médecins, j'avais personne qui pouvait me répondre, quoi. Et j'avais pas de collègues non plus à qui je pouvais demander... Ouais, enceinte, t'as fait du stead, t'as pas fait du stead, comment ça s'est passé? Enfin, des trucs un peu entre filles qu'on se raconte là pour se rassurer un peu. Ouais. Donc, j'avais envoyé une vidéo de moi au Steadicam sur 8 for Silver. Pareil, un film que j'ai fait avec un réalisateur anglo-saxon. Donc, j'étais. Tu l'as envoyé à ton médecin, du coup? J'ai envoyé au médecin. Okay. En disant voilà, je fais ça, ça pèse 30 kilos, enfin, allez, 25-30. Qu'est-ce que je fais? Je peux faire ou pas? Alors au début, ils te disent vous pouvez juste pas faire de plongée sous-marine et pas de saut à l'élastique. Ah d'accord, ok. Bon, parce que je pense que quand on voit l'outil, on a l'impression que c'est très fluide, très léger. Ouais. Et après, ils me disent mais ça pèse plus lourd qu'un pack d'eau? Et donc là, tu dis ah oui, beaucoup plus lourd. Ça dépend combien de bouteilles il y a dans ton pack d'eau. Mais... ouais, c'est ça. C'est un gros pack d'eau, hein, c'est une palette. C'est une palette de cristalline. Ah ok. Bah non alors, faut arrêter. Faut arrêter. Il est conseillé parce que, évidemment... Ouais. Et ça, c'est un truc, moi, qui me questionne beaucoup. C'est j'avais vu cette photo sur Insta d'une chef-op américaine, Rachel Morrison, à l'épaule, avec la pana. Super belle photo de elle enceinte avec la pana. Et moi, c'est clairement... ça me parle. Je me dis, ouais, moi, je vais être pareil, enceinte. Je m'en fiche. Je continuerai les films d'action et tout. En fait, le stead, c'est un peu différent. C'est quand même un harnais qui... Déjà, tu as le harnais qui compresse. Ouais. Moi, j'avais fait une formation, j'étais enceinte de 4 mois et demi, j'ai mis le harnais, j'ai mis le stead, j'ai senti le bébé bouger en mode « Waouh, qu'est-ce que tu es en train de faire? Arrête tout de suite !» Et donc, j'ai vraiment le souvenir ému de... Je ferme mes caisses de stead, j'appelle Patrick et Eric, je leur dis « Voilà, je suis enceinte. » « Ah, génial !» Je dis « Ouais, mais... là, le stead, ça... » Je dis « Pas grave, t'en referas après et tout. » Mais j'ai eu ce moment un petit peu... où déjà, les médecins, ils savaient pas me dire si voilà, comment ça allait se passer pour moi. Ouais. J'avais pas tellement d'autres opératrices à qui demander comment ça se passait. Il y avait une inconnue, quoi, un truc un peu genre j'ouvre la voie, mais comment ça marche? Et puis finalement, on a été confinés. Donc en fait, la question s'est plus posée. Là, c'était tout le monde à l'arrêt. Finalement, c'est bien tombé. Mais après, il y a le moment où la reprise. C'est-à-dire, j'ai un collègue qui est devenu chef opérateur rapidement, Mathieu Plainfossé, hyper chouette et hyper ouvert avec le fait de prendre des filles dans l'équipe. Et surtout, moi, il savait que j'avais eu un bébé il y a vraiment pas longtemps, qui était né un peu tôt et tout. Et il m'appelle pour un projet et il me dit est-ce que ça te branche? Je lui dis ouais, évidemment, trop bien. Ouais. Et parfois, c'est vrai que quand on devient maman, les gens pensent un peu à notre place et se disent elle pourra pas, elle a un bébé, ou ça va être compliqué, c'est en province, ça va être trop compliqué. Et là, lui, il me demande juste si le projet me branche. Je lui dis oui. Et là, il faut s'organiser. C'est-à-dire que je fais suivre la caravane, quoi. Les grands-parents, le lit parapluie, la table à langer, le bébé. Le bébé qui avait 3 mois, du coup. Voilà, qui était petit, que j'allaitais encore, parce que voilà, c'était important pour lui. Ouais. Et donc, je me retrouve avec le stead d'un côté, le tire-lait de l'autre. Et voilà, et ça l'a fait. Et Mathieu était hyper attentif. Parfois, le midi, il me disait « T'as mangé? T'es sûr? Attends, faut qu'on te porte un plateau. Ouais. » Parce que c'est vrai que techniquement, va demander au régisseur « T'as pas un frigo là pour mettre mon petit bidon de lait et tout ?» Et les journées continuent avec heures sup. C'est-à-dire que, voilà, l'allaitement plus le harnais. Et puis là, ça fait 2 heures qu'on dépasse et que... voilà. Ça, plus le fait que tu n'avais pas porté un stead pendant... Ouais, voilà, je me demandais un peu, clairement, comment ça se passe quand on remet le Steadicam. Et ça s'est bien passé. J'avais fait tous les exos là, qu'il faut faire avec le... Mais en fait, c'est bien, hein, c'est les abdos. Il faut refaire des abdos après la grossesse et tout pour être bien costaud. Et il y avait une super sage-femme dans la ville où on tournait qui m'a suivi un petit peu en même temps. Okay. Donc j'ai réussi à gérer ce retour à la caméra et au stead, qui est un truc un peu physique. Ouais. Et du coup, ce film, c'était comment il s'appelait? Alors, c'était une série pour Amazon qui s'appelle Mixed, qui était sur un sujet un peu sur... alors, ça se passe dans les années 60, mais il y a des sujets assez modernes. Et c'était sur des filles qui arrivent dans un lycée dans les années 60, dans un lycée de garçons qui n'est pas encore mixte. Et Elsa, et justement, c'est un peu
C'est les filles qui arrivent dans un univers. Réalisé par Édouard Salier et avec Mathieu Plainfossé donc à la photo. Et donc, moi, reprise juste après la naissance de Marius, du stead et tout. Ça se passe très bien, je suis en forme et tout va bien. Et surtout qu'on avait des plans, Édouard et Mathieu, ils ont vraiment cette façon de travailler en étroite collaboration et de créer des plans assez séquences. T'as vraiment repris dans le dur, quoi. Ouais, j'ai repris en mode on y va, quoi. Et c'était super, on a fait plusieurs plans grue et stead. Et c'était super chouette à faire, vraiment, de se retrouver comme ça en haut de la grue. Il faut savoir qu'en haut de la grue, il y a un peu de vent, même si on n'est pas en bas. C'est un truc à prévoir, de te retrouver au stead là-haut. Mais non, c'était chouette, c'était une belle reprise. Et puis des envies de plans, séquences comme ça, un peu ambitieux sur de la série. Ça faisait du bien aussi, c'était cool. Est-ce que tu aurais un souvenir d'un tournage où tu aurais eu une galère ou une difficulté que tu as surmontée particulière ? Oula, il y en a plein, des galères. Il n'y a que des galères, en fait. Toujours des galères. Quand j'étais assistant de caméra, on a en termes de galères techniques, je crois qu'on les a toutes eues, mais voilà, c'est ça qui fait l'expérience. Et au stead, j'ai fait, on fait il n'y a pas longtemps, sur un film avec Laurent Dayan, chef op. C'est un walk and talk, c'est avec Élodie Bouchez et Omar Sy. Et le décor est hyper beau et tout, mais sauf que quand on arrive, en fait, la marée, c'est en Bretagne, la marée monte, et il y a quand même 50 cm d'eau, quoi. Et donc là, j'ai le chef machiniste qui me dit, bon, on va te sangler, une barre alu dans le harnais, on va te tenir, ça va bien se passer. Je dis, mec, ça va être... Bon, et finalement, on a eu du bol, la marée est descendue, mais c'était vraiment en mode... Les acteurs, ils se disaient, non, mais c'est bien, ils sont un peu empêtrés dans leur relation à eux. Donc, ils galèrent un peu, c'est bien. Je dis, ouais, mais en fait, il y a le perchman. Et il y a une scène où tu as le perchman qui est tombé un peu parce qu'il s'est enfoncé dans l'eau. Ouais, il y a des trucs comme ça, en fait, de terrain un peu compliqué. Ouais. Et là, sur le dernier film, j'ai eu la vis du clip du gimbal qui se serrait plus. Et en fait, j'avais mon gimbal qui glissait. Donc, ça te déséquilibre tout doucement pendant le plan. Ouais. Et maintenant, j'ai le Volt. Donc, volté, tu travailles plutôt au neutre. Et c'était un plan séquence assez costaud dans les coulisses de la Française des Jeux, avec Omar Sy qui sort d'un plateau un peu excédé. Ouais. Le plan, il était bien musclé. Et je sens le truc qui déconne. Donc, je fais, en fait, je règle le truc à chaque prise. Et puis, le temps que je commande la prise, le lundi d'après, tout allait bien. Ouais. Mais voilà, il y a des petits moments dont t'es pas fier. Tu te dis, allez, vas-y, signe de croix, faut que ça marche là. Mais bon, voilà, on l'a fait. Voilà. Le Volt, ça a changé quelque chose pour toi, l'arrivée du Volt ou pas ? Ouais. C'est alors là, je vais être un peu comme Guillaume, je pense, qui nie. Ouais, on a abordé un bon chapitre. Un bon chapitre. Ouais. Alors, je vous laisse regarder CF le podcast avec Guillaume. Non, mais le Volt, c'est évidemment quand même une avancée. Là, hier, j'ai regardé un truc sur France 2 où visiblement le stick camera n'était pas volté et peut-être un peu débutant. En fait, on n'a plus l'habitude de ça. C'est-à-dire que l'arrivée des nacelles ont tellement donné des images hyper clean, hyper stabilisées, que c'est sûr, après, arriver, ou même raccorder, genre un plan de stead avec un plan de nacelle, ça peut arriver qu'on demande de raccorder 2 trucs. C'est sûr que ça apporte, surtout avec le sticky mode, qui permet de faire des latéraux assez propres, vraiment comme si on était la dolly. Ça m'est aussi arrivé d'être appelé... sur Aznavour, c'est Émeric Collat qui a fait le film comme opérateur, mais il y a une date qu'il ne peut pas faire. En fait, surtout, ils s'aperçoivent que la dolly ne peut pas venir dans le décor. C'est trop lourd, c'est un appart dans le 16e, dernier étage et tout. Donc, on le fait au stead. En fait, ils veulent des trucs super sharp, super propres. Tout le monde a un plan de dolly dans la tête, donc c'est sûr que d'ailleurs le Volt, c'est une aide. Surtout que on a quand même tendance en France à... Moi, quand j'ai commencé, les longs métrages, ils faisaient... un long métrage moyen, c'était 8-9 semaines. Maintenant, c'est 6. Donc, les journées, elles s'allongent, ça s'est raccourci. C'est quand même un outil où il y a une grosse concentration. Parfois, on se dit, c'est caméra, soit il est un peu chelou, soit il est un peu autiste, soit il est un peu dingo. Mais en fait, on a quand même une charge physique sur nous. Et on a une petite quinzaine de trucs à penser dans le plan. Comment on passe, à quel moment, la perche, le truc, là, l'acteur, il va hop. C'est une concentration qui est vraiment... que je trouve... moi, quand je m'assois sur la dolly, je me sens un peu en vacances. C'est-à-dire que j'ai moins le truc physique. Et pareil, c'est Mathieu Plainfossé qui me disait vas-y, pose ton stead, je veux parler à 100% de ton... je veux que ta capacité de cerveau à 100%, parce que c'est vrai qu'on a le stead sur soi, on a un truc un peu... on est un peu dans sa bulle, quoi. On est un peu concentré, bizarre, je pense. Donc le Volt, ça te permet les mecs qui veulent faire une répète et tourner tout de suite,
Pour un plan holo mode en courte focale, bien sûr que ça aide. Enfin, voilà, je sais qu'il y a des opérateurs qui bossent sans parce qu'ils revendiquent le truc, mais ça te met un peu le bazar dans les mains. Ouais. C'était pareil avec le Wave. Moi, j'ai commencé avec le Wave. Je trouve qu'il est hyper efficace sur le côté, sur des plans très techniques, enfin techniques et puis un peu. Au début, les premiers plans que j'ai fait avec le Volt, où j'ai commencé à envoyer le stead un peu fort, je me dis, ça débulait quand même. Parce que le Wave, il est quand même un peu plus costaud, mais sauf que ça te remonte l'axe optique, ça te tire dans les mains. Le stead, c'est une espèce de finesse dans les mains, et je pense que c'est vraiment essentiel d'apprendre sans. Ouais. Même si, évidemment, d'être équipé du Volt. Il y a des chefs opérateurs qui te demandent. Moi, sur les projets américains, on me demande si j'ai un Volt ou un Wave. Et c'est genre une exigence. Mais c'est sûr que c'est une petite pression pour l'opérateur stead d'être à la hauteur de la stabilisation de la nacelle. Parce que, c'est ça, parce que nous, on est un truc plus organique, quand même, et plus vivant. Pour que ça matche vraiment. Pour que ça matche vraiment le raccord, il faut être un peu concentré. Voilà. Ok, merci. Je te propose qu'on passe au petit jeu. Drop time. Allez. Donc, pour rappel, tu as 1 minute pour répondre à un maximum de questions. Ok. Est-ce que tu es prête? Ouais. Eh c'est parti. Régular ou goofy? Régular. Avec ou sans Volt? Allez, avec. Mais ça dépend. Mais avec, quand même. Pellicule ou numérique? Pellicule, évidemment. Haricam. Long métrage ou série? Ah, maintenant, c'est difficile de répondre, parce qu'il y a des séries hyper intéressantes. Mais, les longs métrages, quand même. Trinity ou Alien? Difficile. J'ai testé un peu les deux et j'ai l'impression que le Trinity, il est un peu plus, quand même, fiable. Mais parce que l'Alien, il déconnait un peu à l'époque, mais je crois que ça c'est, avec le cyclo et tout ça, je crois que c'est un peu amélioré. Donc, allez, Trinity. Montée ou descente d'escalier? À descente. Parce qu'en fait, la montée, quand tu suis fastoche, la montée en précédent, moins fastoche. Descente. Caméra A ou caméra B? Pour l'instant, je fais beaucoup de la caméra B et en même temps, je commence à faire des trucs en caméra A. Donc la A, trop à l'aise. Enfin, c'est là où on a tout. C'est quand même plus facile la A. Mais caméra B pour le côté, vas-y, je place ma caméra quand même. Bon, on s'en fout du temps du montage. Ça fait 7 minutes que tu parles. Drop time lent ou rapide? Plutôt, ça dépend du plan, mais plutôt lent. Plutôt lent. Plage ou forêt? Casse-pied dans les deux cas. Plage avec les caméras en péloche et tout. J'ai fait des films. En Corse, c'était horrible. Forêt, je crois. Même si je préfère aller à la plage en vacances. Mais au stade, je vois très bien. Forêt. Et pluie ou vent? Je crois... Non, pluie. Horrible en tournage. Franchement, ça fait 20 ans que je travaille. Je crois qu'il n'y a rien... Enfin, il y a des bonnes housses de stade, attention, mais... La pluie, quoi. C'est l'enfer de l'assistant caméra et du cadreur qui est sous l'eau. Et vent, il y a le wind killer, mais des fois, c'est pas suffisant. Allez, pluie. C'est dur. Peste ou choléra? Intérieur ou extérieur? Intérieur studio, un bon plan bien éclairé, où on peut tout contrôler, j'aime bien quand même. Low mode ou high mode? High mode. Config lourde ou légère? Alors, Éric Leroux disait, le poids est ton ami. Et c'est pas une connerie. Parce qu'en fait, si c'est trop léger, tu perds un peu la stabilité. Donc, plus lourd, je préfère. Ok. Écoute, on est bon. Okay. On a fait un bon 2 minutes 20. Impeccable. Non, à chaque fois, je dis, je sais pas. Mais c'est vrai que bon, voilà. Merci. Avant de terminer, est-ce que tu pourrais donner un conseil à un opérateur qui débute? Ouais. Alors, moi, je pense que le chemin que j'ai suivi, qui est de commencer assistant et qui permet de graviter un peu autour du stead, et comme on dit, ça infuse. Et quand c'est marrant, parce que quand les gens me voient faire du stead, ils disent, on dirait machin, on dirait bidule. Oui, forcément, tu prends un peu des mimiques, tout. C'est... Moi, je trouve que c'est quand même un bon parcours. De gravir les échelons, ça permet de comprendre comment marche la face, comment fonctionne une équipe caméra, à quel moment tu peux faire... quel réglage tu peux faire et à quel moment. Et quand tu arrives cadreur, t'es pas trop paumé. Ouais. Tu sors pas trop à nulle part. Et puis, la proximité aux comédiens, en fait, tu l'acquiers déjà quand tu es assistant caméra. Moi, je faisais des annonces de points hyper près des comédiens. Et tu as déjà cette proximité avec eux que tu retrouves un peu au cadre. Et il faut savoir s'adresser à un comédien. À quel moment tu peux le sortir de son jeu pour lui dire un peu plus à droite, s'il te plaît, pour que tu sois mieux et tout. C'est un truc, le rapport au comédien, en fiction, en tout cas, il est hyper important. Ouais. Donc, je dirais quand même d'essayer de gravir les petits échelons de l'équipe caméra tout en, le week-end, allant faire plein de courts-métrages avec ses potes et de s'entraîner. Ouais.
c'est ce qui s'est présenté pour moi et je trouve que c'est une chouette façon. Mais surtout, essayer d'avoir un accès à la machine. Et c'est pas forcément évident parce qu'on n'a pas tous 50 000 euros à mettre sur la table à 25 ans parce que c'est quand même le prix d'un Steadicam globalement. Il y a des trucs moins chers, des trucs plus chers, 50, 70 000 euros. Donc, et faites-vous des bandes, quoi. Moi, je sais que j'ai commencé en m'entraînant. Il y avait chez TSF, il y avait les jeudis. On allait s'entraîner. Il y avait Marion, il y avait Émeric. Voilà. Faites-vous des petits groupes de motivés. Là. Faites-vous des petits groupes WhatsApp pour aller vous entraîner au stead. Et si on commence par tirer des BNC dans la boue, c'est pas grave. On fera du stead un peu plus tard. Mais c'est vrai qu'il y a ce temps-là qui est un peu nécessaire pour se faire des contacts, graviter dans le milieu. Et puis, au fur et à mesure, il y a un jour, il y a une caméra en plus à cadrer. Il n'y a pas de Steadicam au Luxembourg. Et c'est comme ça que ça se fait. Je crois. Merci beaucoup, Fanny. Ouais, avec plaisir. Très bonne initiative, ce podcast. C'est très cool. Avec plaisir.